J'ai l'impression que tu prends cette histoire trop au sérieux. Es-tu sûr de ton coup? On va bientôt le savoir. Monsieur Isaac Ndam, quel est l'objet de votre visite à Cotonou? Ai-je oublié de le mentionner dans ma fiche de débarquement? Répondez à la question, s'il vous plaît. Je suis venu voir ma famille. Et où étiez-vous hier entre 22h et 22h33? Quelque chose que je devais savoir? On a retrouvé le corps d'une jeune femme, découpé en morceaux, comme un bœuf dans un abattoir. Et en quoi suis-je concerné? Les résultats du labo attestent qu'il s'agit d'Hélène Adjovi, la fille du procureur de la République. Le même procureur qui a fait plonger votre père pour détournement de fonds il y a 11 ans. Comme je vous l'ai dit, je suis venu voir ma famille. Les parties de son corps étaient emballées dans le coffre d'une voiture, garée dans une station d'essence à la sortie de Porto Novo. Le véhicule en question était sans conducteur. Et vous étiez la seule personne sans voiture dans les parages. Quoi? Les touristes n'ont plus le droit de se balader tranquillement dans ce magnifique pays? Monsieur Isaac, vous avez l'art de répondre aux questions par des questions. Et vous de poser des questions qui en appellent immédiatement d'autres. Dites-moi, inspecteur, suis-je en état d'arrestation? Nous avons juste une conversation. Alors cette conversation est terminée. Lieutenant, ne quittez surtout pas la ville. Et restez joignable. Mali, Soudan, Guinée, un dénominateur commun, les coups d'État avec à la tête des militaires. Peut-on parler aujourd'hui de la restauration de la démocratie par les militaires? Vous êtes sur Regard Extérieur, bienvenue. Les coups d'État, le retour des militaires au pouvoir. C'est le sujet du jour. Pour cela, je reçois deux invités. Je vais commencer par vous, Hamzat Boukari Yabara. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres, hein, Africa Unit, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, entre autres. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Et puis Général Samba, je rappelle que vous aussi, vous êtes un habitué de ce plateau, vous êtes un lanceur d'alerte, vous êtes originaire du Mali, et vous vivez en France. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour, alors merci à tous les deux d'avoir accepté de répondre présent à ce débat qui concerne les coups d'État. En 2021, on a vu le Mali, le Soudan, mais également la Guinée. Des coups d'État, on peut dire que c'est une fatalité pour le continent africain, Hamzat? Une fatalité, non. Je pense qu'il y a des coups d'État qui surviennent également en Amérique latine, en Asie. On en parle moins parce que ce sont des histoires différentes. Mais dans le cas du continent africain, on a aussi des pays qui s'en sortent plutôt bien. La majorité des transitions, des élections se déroulent relativement bien. Mais dans un certain nombre de pays, il y a effectivement une résurgence des coups d'État, qui soient militaires, qui soient également constitutionnels, ou qui soient également liés à des situations particulières que beaucoup de pays connaissent malheureusement depuis l'époque de leurs indépendances. Très bien. Ça permet de rebondir sur le Mali. C'est une fatalité quand on voit le nombre de coups d'État depuis les indépendances? Le coup d'État n'est pas une fatalité, comme dit mon camarade. Il y a des processus qui mènent au coup d'État. Et il y a différents types de coups d'État. On parle plus facilement du coup d'État militaire parce qu'il est beaucoup plus spectaculaire et c'est une rupture totale. Alors qu'il y a aussi les coups d'État constitutionnels justement qui sont menés en douce par les présidents normalement élus, on va dire,
qui changent les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Et ça fait beaucoup moins de bruit. Alors, on a intitulé cette émission Coup d'État, le retour des militaires au pouvoir, parce que là, on a observé qu'en 2021, en tout cas, c'était la récurrence auprès de ces trois pays, hein, le Mali, la Guinée et le Soudan. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le militaire assure ? Écoutez, on est dans trois pays où les militaires ont de toute manière déjà été au pouvoir, donc c'est quelque part une bis repetita. Ce sont des pays qui ont déjà connu des situations de coup d'État ou de transition difficiles ou particulières. Donc ce sont des pays où les militaires ont une expérience du pouvoir, et c'est ça qui est assez particulier. Reste à savoir maintenant dans quelle mesure cette présence-là sera, je dirais, un changement, une rupture ou un recommencement. Je pense qu'on a souvent le sentiment de repartir de zéro lorsque les militaires arrivent au pouvoir, mais en même temps, je crois qu'il est important de regarder effectivement quelles sont les conditions de leur arrivée au pouvoir, quelles sont les circonstances de cette arrivée-là. Le cas de la Guinée n'est pas celui du Mali, n'est pas celui du Soudan, où on a généralement des confrontations d'un côté entre pouvoir révolutionnaire et pouvoir militaire, entre pouvoir civil et pouvoir militaire. On peut aussi avoir un contexte beaucoup plus géopolitique dans le cas du Mali, où c'est lié aussi à tout un contexte dans le Sahel. Donc je dirais que chaque situation est différente, et dans un certain nombre de cas, effectivement, les militaires se posent souvent comme la dernière solution possible pour maintenir l'État debout, ce qui pose beaucoup de questions. Alors, on va rester justement sur la question du coup d'État. Le cas de la Guinée, on a vu, vous avez parlé tout à l'heure des coups d'État constitutionnels avec Alpha Condé quand même, qui a fait changer la Constitution, et puis ensuite il y a eu des élections. Quel est le commentaire, quelle est l'analyse qu'on peut faire sur la spécificité de la Guinée ? La spécificité de la Guinée, c'est déjà que Alpha Condé a été le premier président élu, entre guillemets, démocratiquement de l'histoire de la Guinée. Donc on espérait qu'il réalise une transition dans les normes dites démocratiques. Il y a eu effectivement un changement de constitution sur base d'un référendum. Donc on se dote d'une certaine légitimité populaire, mais qui est largement contestée par la société civile, par l'opposition, par la rue, et qui a permis effectivement à Alpha Condé de faire un troisième mandat dont on se doutait qu'il serait très précaire et très fragile, et dont on se doutait également que l'armée pourrait être un élément de secours. Et donc je dirais que l'irruption des militaires dans ce contexte-là n'est pas forcément une surprise. Maintenant, on peut également être relativement surpris par la facilité avec laquelle ce coup a été mené, et aussi par le rôle des militaires qui, dans certains cas, répriment la population qui conteste justement la légitimité du pouvoir, et qui, dans d'autres cas, s'accaparent le pouvoir en cherchant à se donner une légitimité, puisque Mamadi Doumbouya s'est fait introniser chef de l'État et président de la République. Très bien. Général Samba, votre analyse sur la Guinée, vous êtes malien, vous observez la situation, vous réagissez. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la situation de la Guinée ? Alors, la Guinée, c'était prévisible dans la mesure où nous avions un président qui pratiquait ce qu'on appelle banalement la mauvaise gouvernance, parce que c'est important de dire c'est quoi qui mène au coup d'État, c'est quoi qui fait que les peuples africains acceptent et valorisent les coups d'État, c'est tout simplement la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, on parle de démocratie. La démocratie n'est pas une fin en soi. Ça, je suis totalement d'accord avec cette expression, parce qu'aujourd'hui, les peuples africains, ce qu'ils demandent, c'est à manger, à boire et la sécurité. Ils ne demandent pas à aller voter. C'est une réalité qu'il va falloir que l'Occident accepte. Nos peuples ne sont pas aujourd'hui à la recherche d'aller aux urnes. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité, l'alimentation et l'eau. Et nos dirigeants sont incapables de leur fournir ça. Tant que les dirigeants sont incapables de fournir la bonne gouvernance à la population, les coups d'État seront applaudis. Tant que les coups d'État seront applaudis, les militaires estimeront qu'ils sont l'issue de la solution à la mauvaise gouvernance. Vous avez soulevé tous les deux le fait qu'il y ait des soutiens de part et d'autre des populations. On a vu le cas du Mali, mais on l'a vu surtout au Soudan, où il y a des manifestations qui sont pour encourager cette transition, ce coup d'État. C'est plutôt une nouveauté, non ? Alors, dans le cas du Soudan, c'est un peu particulier parce que le pays a connu déjà des mouvements révolutionnaires et des régimes militaires qui se sont succédés, qui ont alterné. Quand Omar al-Béchir a été renversé en 2019, ce sont des militaires qui finalement ont pris le pouvoir, et il devait y avoir en fait un partage du pouvoir entre les civils et les militaires. Et c'est au moment où les militaires devaient remettre le pouvoir donc à la partie civile qu'il y a eu en fait ce coup de force vis-à-vis du Premier ministre Abdallah Hamdok. Et donc on a vu justement le peuple sortir dans la rue parce qu'on a le sentiment quelque part que les militaires veulent aussi la révolution populaire. Et ce sont des questions qui se posent aussi bien au niveau du Mali qu'au niveau de la Guinée, c'est-à-dire qu'il y a des forces non armées
des forces civiles, citoyennes, pacifiques, qui réclament le départ des régimes illégitimes ou corrompus, mais qui se font doubler par d'autres acteurs de la vie sociopolitique, qui sont les militaires qui détiennent les armes et qui ont quelque part le pouvoir d'utiliser la force pour s'imposer au-dessus de la volonté populaire. Donc dans le cas du Soudan, il y a effectivement eu toute une mobilisation pour que le pouvoir soit réellement remis aux civils, et cette mobilisation a été réprimée dans le sang, mais la persévérance des populations fait que le pouvoir militaire est obligé d'en tenir compte. Et dans le cas de ce coup d'État, il y a eu, je ne dirais pas un rétropédalage, mais le Premier ministre qui au départ avait été arrêté et enfermé avec d'autres cadres a été finalement libéré. Donc, Alors, le cas du Mali, très intéressant, on avait fait une émission ici, dans laquelle on parlait du Mali. Les coups d'État, c'est devenu quand même assez commun aujourd'hui. Vous avez dit il y a quelques instants, la démocratie n'est pas une fin en soi. Quand on est malien aujourd'hui, quand on regarde la situation du Mali, vous vous sentez comment? Vous voulez que la transition continue, qu'on organise? Quelle est votre note d'espoir? Alors aujourd'hui, on est très loin de pouvoir dire ce que nous on veut. Il faut plutôt parler de ce qui est possible. Aujourd'hui, très clairement, la Constitution est toujours en vigueur, mais la transition doit continuer. On n'a même pas le choix, puisque le temps imparti qui nous reste avant les élections au mois de février, c'est-à-dire 2 mois, ne permet pas d'organiser les élections dans la mesure où rien n'a été fait pour l'instant concrètement pour les élections. Le Mali est un cas relativement particulier. Depuis l'indépendance du Mali, c'est-à-dire une soixantaine d'années, les militaires ont géré le pays en totalité 34 ans, sur 61 ans. Donc on peut difficilement dire que les militaires sont une solution. Parce que s'ils étaient une solution, je pense que concrètement aujourd'hui on serait plus dans cette situation, puisque à l'indépendance, Modibo Keïta a été débarqué par Moussa Traoré, qui est un militaire. Il a été applaudi par la population. 23 ans après, il a été débarqué par Amadou Touré, qui est aussi un militaire, et qui a été applaudi par la population. Entre-temps, il y a eu le mandat de Alpha, démocratique. Amadou Touré a repris le pouvoir. Il a été débarqué par Amadou Sanogo, qui est un militaire aussi. Il a été applaudi aussi. Donc, entre-temps, Ibeka a été élu et il a été débarqué par Assimi Goïta et ses hommes qui ont aussi été applaudis. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on sorte de ce cycle de coup d'État, démocratie, coup d'État, démocratie. Il serait temps de s'asseoir et de dire clairement ce qu'on veut pour notre pays et non plus copier ce qui se fait à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la transition malienne a été relativement courte. Il faut qu'elle puisse continuer, et dans le cadre des assises nationales qui commencent d'ailleurs demain et qui courent jusqu'au 31 décembre, il faut que la population puisse discuter de ce qu'ils veulent eux-mêmes pour leur pays et arrêter ce cycle de violence et de coup d'État. Alors très bien. Hamzat, peut-être votre avis sur le cycle de violence, parce que c'est assez récurrent et ça permet de souligner aussi le cas de la Guinée où il y a clairement un cycle de violence. Est-ce qu'on peut tout effacer et recommencer sans se plonger dans l'histoire? Non, on ne peut pas tout effacer, tout recommencer, parce qu'il faut aussi faire le bilan des différents régimes, que cela soit celui de Sékou Touré, de Lansana Conté ou de Alpha Condé. Et si on ne fait pas le bilan des différents régimes, on ne tire pas la leçon des échecs et des problèmes qui ont été posés, qui n'ont pas été résolus, et on ne fait que les répéter. Donc à un moment, il faut effectivement se poser la question de la fondation de la nation, quelles sont les bases de la nation guinéenne, malienne, soudanaise, etc. Dans le cas du Soudan, il y a eu la sécession avec le Sud-Soudan, il y a le Darfour. Donc, tous ces éléments-là, il y a les questions d'Arabes, Noirs, etc. Donc tous ces éléments-là, peu le Malinké, etc. Donc tous ces éléments-là doivent être aussi posés sur la table, parce que tant que on ne débat pas réellement de la question de l'unité nationale, des fondamentaux de la nation, du vivre ensemble, entre guillemets, de ce qui fait communauté, ce sera très difficile de s'accorder, parce que la question du pouvoir politique, c'est la question du partage de ce pouvoir-là, et de faire en sorte que personne ne soit quelque part lésé, mais que personne non plus ne s'accapare l'intégralité des pouvoirs. Donc il faut un équilibre, et cet équilibre-là, on ne peut le trouver que si on fait précisément l'histoire de la nation. Donc il y a un vrai travail, je pense, de la part des historiens déjà, aussi des politologues, parce qu'il y a déjà un certain nombre de modèles qui ont été tentés, de diverses transitions qui ont été tentées. Absolument. Il y a toute une transitologie en sciences politiques qui s'appuie sur les cas africains, mais qui ne fait finalement que les disséquer sans leur apporter réellement de solutions. Et puis après, il y a tout un contexte, encore une fois, général, c'est-à-dire que dans certains cas, c'est la CEDEAO qui est présente, dans d'autres, c'est l'Union africaine ou d'autres institutions qui ont également leurs mécanismes par rapport à ces situations de transition et qui ne tiennent pas compte forcément, je dirais, du vécu national. Donc c'est tous ces éléments-là aujourd'hui qui doivent être repensés
Et je pense que dans le cas du Mali ou de la Guinée, on ne pourra pas y faire abstraction. Alors, ça me permet de faire ma transition. Macky Sall, qui va prendre donc la tête de l'Union africaine, a fait une déclaration concernant les coups d'État. Je vous propose de regarder et ensuite on revient commenter en plateau. On va accepter que dans cette partie de l'Afrique, que des militaires prennent le pouvoir par les armes. Ça, ce n'est pas acceptable. Nous sommes en démocratie. Le pouvoir se conquiert par les élections. Des pays peuvent avoir des crises, mais on ne peut pas faire l'apologie des coups d'État. Et ce n'est pas une solution. Maintenant, c'est arrivé, on a essayé d'accompagner. Mais ces coups d'État ces transitions doivent avoir un terme. Et on doit revenir à une situation normale et des autorités élues dans des élections libres et transparentes doivent prendre le relais. Est-ce que pour vous, les coups d'État plutôt au Mali, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé en Guinée, donc il faut même motif, même punition, ou est-ce que c'est différent quand même? Non, vous savez, un coup d'État, c'est un coup d'État. Les circonstances peuvent différer. Les situations qui ont conduit au coup d'État peuvent être différentes, mais pour nous, et pour moi en tout cas, c'est le même résultat. Alors messieurs, vous venez d'écouter Macky Sall qui va prendre la tête de l'Union africaine. Alors c'est souvent ce qu'on entend dans les commentaires quand il y a des coups d'État, la sécurité sur le continent, c'est que finalement, que font les institutions comme l'Union africaine ou la CEDEAO qui prennent des sanctions, mais qui sont pour la plupart gérées ou par des présidents en exercice? Est-ce qu'on peut être juge et partie? Hamzat. Disons que l'Union africaine a un mécanisme qui ne reconnaît pas les régimes issus de coups d'État. Donc il y a des règles qui sont édictées. Et tout l'enjeu, du coup, c'est d'amener ceux qui font des coups d'État à dire que ce n'est pas vraiment des coups d'État, qu'Alpha Condé en réalité a démissionné, etc. Donc il y a aussi cet élément-là qui fait que lorsqu'il y a des coups d'État, il y a une difficulté à identifier en quoi est-ce précisément un coup d'État. Donc il y a tout un jeu de mécanismes juridiques qui est présent parce que derrière, il y a effectivement des sanctions qui sont normales, que cela soit des sanctions de l'Union africaine ou de la CEDEAO parce que c'est écrit dans les textes. Mais le problème, c'est que ces textes-là, qui vantent justement la démocratie, la bonne gouvernance, les élections, etc., ne sont pas respectés en amont. Donc il y a un travail à faire, il y a un travail de recadrage à faire du point de vue de ces institutions, qui ont en même temps très peu de moyens d'action, qui ont en même temps très peu finalement de fiabilité, de crédibilité politique, du fait que ceux qui souvent les incarnent ont eux-mêmes parfois aussi des difficultés à faire respecter dans leur propre pays des enjeux, les questions constitutionnelles. Donc dans le cas de Macky Sall, beaucoup de gens se posent déjà la question de est-ce qu'il fera un troisième mandat. Donc là on verra bien ce qu'il fera à la tête de l'Union africaine quand il y sera. Général Samba, les propos de Macky Sall qui s'est exprimé sur des chaînes, en plus des médias français, rappelons-le, qui lui le dit, alors qu'on sait déjà que quand il a même fait son deuxième mandat, il avait prévu de faire qu'un seul mandat. Alors, votre analyse? Alors, les populations ouest-africaines déjà disent que la CEDEAO, c'est le syndicat des chefs d'État. Je pense que cette expression déjà veut dire beaucoup de choses quant à la crédibilité de la CEDEAO. Très clairement, mon camarade a dit une chose tout à l'heure qui est incontestable. Les crises ne sont jamais gérées en amont. C'est-à-dire que la crise malienne, on l'a vu venir. La crise de la Guinée, on l'a vu venir. La crise ivoirienne, parce qu'il faut le dire, quand ADO s'est lancé dans un troisième mandat, ça aussi, ça aurait pu basculer. On voit venir, mais la CEDEAO ne fait jamais rien pour empêcher justement ça. Quand le président Condé a voulu changer la constitution, pourquoi la CEDEAO ne s'est pas levée pour dire non, ça risque de mettre le pays dans une crise, donc il faut éviter. Non, la CEDEAO accompagne toujours ses camarades chefs d'État dans ces choses-là par le silence. Ils ne disent rien. C'est au moment où ça bascule que la CEDEAO se lève pour dire non, nous sommes contre les coups d'État. Ils sont contre les coups d'État, mais ils ne sont jamais contre ceux qui provoquent les coups d'État. Parce que ceux qui provoquent les coups d'État, c'est le fait qu'un chef d'État arrive à la tête du pays, il s'accapare toutes les institutions. Or, ce sont les institutions qui sont censées nous protéger justement de ce genre de choses. Quand la Cour constitutionnelle est donnée à un ami proche, quand la Haute Cour de justice est donnée à un ami proche, il n'y a plus de barrière. Le président fait ce qu'il veut. Ses proches font ce qu'ils veulent. Donc, il ne reste que l'armée pour les débarquer. C'est la raison pour laquelle les gens applaudissent l'armée quand il y a des coups d'État. Si jamais les institutions qui étaient là pour protéger la population jouaient leur rôle pleinement, on n'aurait pas besoin de l'armée. Le cas du président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, il a clairement volé les élections en 2018. Avant d'être validé par la Cour constitutionnelle malienne, le président Emmanuel Macron l'a appelé
pour le féliciter, comme pour étouffer la contestation qui est en train de naître issue des élections. Donc ça montre à quel point il y a réellement une volonté en amont de laisser faire ceux qui provoquent les coups d'État et de venir et de vouloir éteindre les feux qu'on a provoqués. Et finalement, que peuvent faire les puissances, les autres puissances? Vous parlez de la France, qu'est-ce qu'elle peut faire? Puisqu'on reproche soit de l'ingérence, on reproche un certain nombre de choses. Est-ce que finalement la CEDEAO et l'Union africaine peuvent-elles agir en amont comme ils le soulignent? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est toujours possible, c'est-à-dire qu'il s'agit, je dirais, déjà de mettre peut-être la question réellement sur la table, d'y mettre les moyens, parce qu'on peut avoir de la démocratie, encore faut-il la vouloir et y mettre les moyens. Faire également un travail, je dirais, de maillage politique beaucoup plus important, et puis surtout travailler, je pense, sur les véritables problématiques qui se posent aujourd'hui aux populations. Donc à mon sens, la CEDEAO, l'Union africaine, avec des moyens, avec de l'ambition, pourrait éventuellement faire quelque chose, mais la difficulté, c'est que l'Union africaine elle-même est financée par l'extérieur, et que la CEDEAO n'est aussi quelque part que le résultat de ce que chacun y met. Et la plupart des États sont accrochés à leur souveraineté nationale et ne veulent pas de l'ingérence. Il n'y a que lorsqu'il y a une crise qu'on appelle, entre guillemets, les amis pour nous soutenir. Donc c'est tout un état d'esprit politique, idéologique qui aujourd'hui a changé de fond en comble. On peut s'appuyer effectivement sur les quelques pays qui sont dits, entre guillemets, des modèles comme bon, le Ghana, mais bon, même là encore, il y a des formes de positionnement qui interroge et qui interpelle. Donc pour moi, il y a encore, je dirais, un travail de refondation de ces institutions et surtout de souligner que la CEDEAO est d'abord une institution d'intégration économique. Oui. Et donc elle n'a pas à gérer les questions sécuritaires, elle n'est pas habilitée. Mais les sanctions économiques peuvent aussi des fois être dissuasives. Elles sont dissuasives, mais elles sont souvent mal, je dirais, mal orientées, parce qu'on ne va pas sanctionner des chefs d'État qui détournent l'argent qui est destiné aux populations. Et ce sont, in fine, toujours les populations qui subissent cela et qui le voient comme une injustice. Donc il y a, je pense, déjà une absence de ces institutions lorsque les choses vont, entre guillemets, bien, qui font que lorsqu'elles arrivent et que les choses font mal, eh bien, elles sont souvent vues quelque part comme des acteurs, des actrices qui mettent un peu de l'huile sur le feu. Et donc pour moi, il y a un travail qui a à faire au-delà justement des périodes de crise pré-électorale, électorale ou post-électorale qui n'est pas fait. Donc c'est toujours la question de en amont. La démocratie, c'est pas juste les élections, il y a une crise, etc. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus large. Comment la CEDEAO finance des vrais médias indépendants, des vrais médias libres. Comment l'Union africaine développe un vrai réseau continental médiatique qui nous permet d'être sauvegardé justement de l'ingérence médiatique extérieure. Donc ce sont des éléments sur lesquels on peut aujourd'hui travailler. On peut s'appuyer sur des pays comme le Nigeria qui ont connu beaucoup de coups d'État militaires et qui aujourd'hui font des élections qui sont très sophistiquées et qui ne sont absolument pas contestées parce qu'il y a eu, je dirais, un certain entraînement, y compris des partis politiques, y compris de la classe politique, et surtout un modèle de représentativité des différents acteurs dans la vie politique qui fait que les conflits sont également moins frontaux. Et enfin, dernier élément, je pense qu'il y a la question de l'armée. Il est évident que si la CEDEAO ou l'Union africaine avait une vraie force d'interposition, une vraie armée, je pense que la question des coups d'État militaires ne se poserait absolument plus de la même manière. Alors, Hamzat a parlé du cas du Ghana. Jerry Rawlings, qui a été présenté à tous les Africains comme étant un héros qui a fait avancer en tout cas la démocratie au Ghana. Est-ce qu'en tant que Malien, vous rêvez d'avoir un Jerry Rawlings? Alors, je dirais que Rawlings n'a pas réussi parce qu'il est militaire. Il a réussi parce qu'il avait une vision. C'est ce qui manque avant tout à nos dirigeants, qu'ils soient politiques ou militaires. Donc c'est pourquoi j'ai tenu à dire que sur 60 ans d'indépendance, le Mali a connu 34 ans de militaires, 34 ans de civils. Donc ce qui manque à nos dirigeants, c'est une volonté d'amener une vision qui va amener le pays vers l'émergence. Et les populations aujourd'hui le voient quotidiennement. Quand ils arrivent, ils viennent avec des grands discours. On a vu le cas d'Alpha Condé, on a vu le cas de Ibeka, qui a passé 20 ans à vilipender les régimes précédents et qui est venu faire pire que ce que lui-même dénonçait. Mais Alpha Condé, il n'était pas militaire, lui. Bon, il n'était pas militaire, Ibeka non plus. Mais c'est pour ça que je parlais généralement, les militaires ne contestent pas avant d'arriver au pouvoir, puisque ce sont des militaires. Ils sont tenus par le fait qu'ils sont obligés de se taire. C'est généralement des politiques qui contestent et qui, une fois arrivés au pouvoir, font pire que ceux qu'ils dénonçaient avant. Donc, on aimerait avoir des hommes qui ont des visions et le courage. Mais pour revenir sur la question de la CEDEAO, à chaque coup d'État,
la communauté internationale, pour ne pas dire la France, et la CEDEAO, l'Union africaine, mettent la pression pour qu'on accélère pour aller vers une nouvelle élection. Peu importe la conséquence. C'est pas important de faire des réformes, c'est pas important de revoir, de se situer, de discuter, de savoir ce qu'on veut faire finalement du pays. Comme actuellement au Mali, on met la pression aux dirigeants pour aller aux élections. Peu importe ensuite le reste de ce qui va sortir de cette élection-là. Il faut aller aux élections coûte que coûte. Et vous pensez qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ça s'appelle la transition. Oui, mais justement, la transition, on en a fait beaucoup et ça marche pas. La manière dont ce qu'on veut nous imposer comme transition, c'est-à-dire venir faire quelques mois, faire des élections et retourner dans ce qu'on appelle la gabégie, la mauvaise gouvernance qu'on vit depuis 60 ans, c'est ce que les gens ne veulent plus. Donc aujourd'hui, on a vécu depuis 60 ans un système importé. Et il serait temps qu'aujourd'hui les gens se réunissent, comme les Maliens le font, comme je le disais tout à l'heure. Là, pour le mois de décembre, ils se réunissent pendant une vingtaine de jours où ils vont discuter de ce qu'est le Mali, de ce qu'ils ont vécu depuis 60 ans et de ce qu'ils veulent pour le Mali, pour l'avenir. Mais la communauté internationale met la pression aux dirigeants maliens actuellement pour les empêcher de faire ça. C'est surprenant. Ils veulent coûte que les Maliens partent aux élections dans 2 mois. Alors, pas de réforme, pas de discussion. Aller aux élections, c'est tout ce qui leur importe. C'est de retourner aux élections. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Eux, que les dirigeants gouvernent mal, ça ne les importe pas. Alors que c'est ça la conséquence, c'est ça la cause des coups d'État. Ils ne comprennent pas ça. Il serait temps qu'ils le comprennent pour qu'on arrête ce cycle. Alors, très intéressant ce que vient de souligner Général Samba, c'est le fait que la communauté internationale souhaite respecter un calendrier. Est-ce qu'on peut dire que c'est un changement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement on ne tient pas nécessairement compte de ce que veulent les populations, mais finalement, est-ce qu'on peut savoir ce que veulent les populations? Ce que veulent les populations, c'est être représentées. Donc il est évident que l'élection d'un chef d'État, du point de vue des populations, n'est que la finalité d'un processus de représentants préalable. Pour la communauté dite internationale, ce qui leur importe, c'est qu'il y ait un chef d'État qui signe là où le Mali doit signer, vendre son or, etc. Mais pour les Maliens, ils ont besoin d'avoir déjà des représentants au niveau local, au niveau régional, au niveau national, etc., avant d'avoir un chef d'État. C'est-à-dire que la transition, elle se conclut par l'élection du chef d'État. Mais avant, il faut, je dirais, refonder l'intégralité des institutions. Tant qu'on n'a pas refondé l'intégralité des institutions, mettre un chef d'État n'a aucun intérêt pour la majorité, je pense, des peuples concernés par cette transition-là. Mais pour la communauté internationale, ils ont juste besoin de quelqu'un qui est chef d'État, peu importe qui il est, peu importe s'il est bien ou mal élu, mais un chef d'État qui va parler au nom du Mali, même si le Mali ne le reconnaît pas en tant que tel. Et ça, c'est vraiment lié, je dirais, à une décrédibilisation de la démocratie africaine. C'est-à-dire qu'on estime que les Africains n'ont pas à avoir une démocratie de qualité. Il suffit juste qu'ils fassent une élection, qu'ils élisent un chef, et puis tout le monde se tait, et ça suffit. Et je pense qu'il y a là une démarche très colonialiste, et dont la manière dont la France et la communauté internationale demandent aux pays africains de faire des élections, c'est quelque chose qui est très colonialiste. Et puis les élections sont évidemment aussi une rente formidable pour la corruption de nos dirigeants. Alors, avant qu'on regarde, parce que nous sommes allés dans les rues de Paris, interviewer quelques personnes de la diaspora pour savoir ce qu'elles pensaient des coups d'État qui ont eu lieu cette année. Clairement, le cas du Mali est très intéressant parce qu'on voit quand même que le torchon brûle entre les autorités maliennes aujourd'hui en exercice et la France. C'est une vraie déclaration, en tout cas, de guerre, si on peut le dire ainsi. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement la présence sur le territoire de la Russie, de la Chine, vienne aussi un peu rebattre les cartes? Alors, je pense que la présence de la Russie est un faux débat, puisque la Russie étant à l'ONU, au Conseil de sécurité, l'ONU étant présent au Mali, la Russie est d'office présente, même si physiquement on ne les voit pas, ils sont présents. La question qui a mis le feu aux poudres, c'est la question de Wagner, qui est une société de sécurité privée. Alors, les autorités maliennes ont été claires sur le sujet. Donc, je ne comprends même pas pourquoi encore les autorités françaises continuent à ramener ce sujet sur la table. Les autorités maliennes ont dit qu'ils ont la liberté de discuter avec les pays qu'ils veulent. Maintenant, ils ont nié le fait de discuter avec Wagner, très clairement. Ils ont dit qu'ils ne discutent pas avec Wagner. Eux, ceux qu'ils connaissent, ce sont les autorités russes. Voilà. Donc, cette question de Wagner, pour moi, elle est censée être close. Mais je vois que je l'écoutais encore hier, la ministre Florence Parly. Exactement, qui revient sur le sujet pratiquement tous les 2 jours.
Il y a un problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de Wagner. Pourquoi? Parce que la France a échoué dans cette guerre. Il faut qu'on se le dise. La France est venue en 2013 au Mali pour combattre le terrorisme. Aujourd'hui, on est dans une situation où c'est encore pire qu'en 2013. On a des villages entiers qui sont rasés. 130 personnes sont exécutées en une nuit, des femmes, des enfants, des femmes enceintes. On brûle vivant des cars au Mali, alors qu'il y a des milliers de militaires étrangers qui sont là, dont la France, qui se vantent d'avoir 5000 hommes pour Barkhane. Donc il y a clairement un échec. Est-ce qu'aujourd'hui les Maliens doivent rester à attendre que la France décide de changer son fusil d'épaule ou ils doivent chercher d'autres partenaires? Bon, aujourd'hui, l'équipe de transition a décidé de chercher d'autres partenaires. Ça peut être la Russie, ça peut être la Chine, ça peut être autre chose, mais aujourd'hui ils sont dans cette démarche-là et ce n'est pas forcément Wagner. Pour moi, ce n'est pas un souci dans la mesure où le Mali reste un pays indépendant. C'est vrai que pas autonome, loin de là, mais c'est un pays indépendant, sauf si la France décide de nous dire que ce n'est pas le cas et que... Alors, Hamzat, juste un commentaire justement sur la crise en ce moment entre le Mali et la France, justement, suite à la présence aussi de cette société Wagner au Mali. Oui, ben, écoutez, je pense que le Mali, comme l'a rappelé mon collègue, est totalement indépendant. Il y a la liberté de discuter avec qui il le souhaite. Maintenant, il y a eu effectivement une tutelle française sur le Mali, dont on doit dire qu'elle a été très, très importante ces dernières années et dont les autorités actuelles tentent plus ou moins de se libérer. Maintenant, sur la question du mercenariat, on ne doit pas oublier non plus que la France a une longue tradition de mercenariat en Afrique. Et donc derrière Wagner, ce sont aussi des rivalités de sécurité privée entre Russes et Français. Ce sont aussi un certain nombre de trafics qui sont soulevés derrière et dont on peut penser que les Français ne souhaitent pas qu'ils soient davantage exposés sur la place publique. Donc l'obsession autour de Wagner, à mon sens, cache d'autres problématiques, d'autres enjeux qui ne sont pas dits publiquement. Très bien. Je vous propose de regarder. Nous sommes allés interviewer des personnes dans les rues de Paris. On regarde et ensuite on commente. Que penser des coups d'État? Je pense que c'est des trucs qu'on ne peut pas avoir les explications concrètes dessus. Il y a des gens, des fois, ils n'ont peut-être pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe en Afrique. Et du coup, pour des raisons de colère, pour des raisons de famine, se mettre dans quelque chose qui n'ont pas la suite nécessaire. Moi, je pense que le peuple africain, pour résumer, a un gros problème. On n'a pas un problème de démocratie parce que la démocratie ne fait pas partie de la culture africaine. On a un problème d'éducation, dans le sens qu'on a perdu nos bases et nos bases font quelque part qu'on est facilement manipulable. Et comme on est manipulable, ça fait quelque part qu'on rentre dans des processus où on se retrouve en train de faire les mêmes choses et depuis que la terre est terre, l'Africain fait les mêmes choses. Donc la question, moi je pense que on va nous faire raisonner comme on veut qu'on raisonne. On nous oriente dans les questions qu'on veut qu'on pose, on nous oriente dans les réponses qu'on veut qu'on donne. Mais il faut qu'on parle des choses qui sont importantes pour l'Afrique. Bon, les coups d'État, à mon humble avis, ce n'est pas de bonnes choses. Voilà, il faut laisser ceux qui dirigent finir leur mandat et puis après vous vous organisez des élections. Et puis la vie suit son cours normal, quoi, selon moi. Voilà, sinon le coup d'État, c'est pas bon. Ça met le pays vraiment en retard. Alors, retour sur ce plateau, après des commentaires donc, recueillis dans les rues de Paris. On a des avis, l'éducation, il y a des personnes qui condamnent. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une rupture de confiance envers le politique classique? Oui, il y a une rupture de confiance parce que de toute manière, le politique, déjà, comme ça a été rappelé tout à l'heure, n'a plus de vision, ne propose plus de vision. On est très loin des fameux pères de l'indépendance qui avaient des visions de développement pour leur pays. Aujourd'hui, quand on prend le pouvoir, on ne le prend que pour le garder. Et l'enjeu, c'est juste conserver, se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Ce n'est pas forcément développer le pays, ou alors ce sera développer, construire de manière superficielle les choses, en disant au peuple, ben voilà, on a construit des hôpitaux, des ponts, des routes, etc. Mais le peuple a toujours faim. Et donc je pense que la désaffection de la population vis-à-vis du politique est liée au fait que les questions basiques, donc l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, ne sont pas assurées. Et cette désaffection est aussi le résultat, je pense, d'une incapacité de nos États à assumer leur souveraineté et à assumer également la sécurité des populations. Donc pour moi, c'est une crise générale au niveau des États africains et dont souvent les coups d'État ne sont quelque part que des déclics, des éléments caractéristiques de cette crise de confiance. Alors, Général Samba, une crise de confiance envers les politiques, mais là, pour le coup du Mali, on a
un mélange de tout. On ne veut plus de la présence française. Il y a une vraie rupture envers les politiques. Quelle est la situation aujourd'hui au Mali? Qu'est-ce qu'on peut dire comme note d'espoir? Alors, il y a effectivement le souci lié à la France qui est accusée de mener une politique non avouée. Ça a commencé en 2013 quand ils sont venus pour reprendre les territoires occupés par les terroristes. La France a mené le combat jusqu'aux portes de Kidal avec l'armée malienne et a demandé à l'armée malienne de s'arrêter là. La France est rentrée seule à Kidal, elle a fait ce qu'elle avait à faire et les Maliens n'ont jamais pardonné ça à la France. Parce que pour eux, le nœud du problème c'était Kidal. Donc il n'y avait pas de raison d'empêcher l'armée malienne de rentrer dans Kidal. Donc à partir de là, il a commencé à avoir beaucoup de non-dits, beaucoup d'accusations, comme quoi la France arme les terroristes, la France est amie avec les terroristes. Et il y a eu un langage assez maladroit de la part de Jean-Yves Le Drian qui a dit que les Touaregs étaient les amis de la France. Absolument. Ce qui voulait dire quoi? Sachant qu'à ce moment-là, l'armée malienne est en guerre contre des troupes dites Touaregs, parce que les rebelles c'était les Touaregs. Et donc ça a été mal compris, ça n'a pas été apprécié par la population. Et il y a depuis 8-9 ans ça qui traîne. Et la communication a été mauvaise. Les Maliens n'ont pas pardonné et aujourd'hui il y a la politique, c'est-à-dire Ibrahim Boubacar Keïta qui a eu à mener depuis 2013 une gestion chaotique du pays. Les politiques se sont partagées les richesses, ils ont multiplié jusqu'à 10 fois certains marchés liés à l'armée. On a eu par exemple une paire de chaussettes achetée à 50 €, la paire de chaussettes. Un avion présidentiel dont le prix a été multiplié par 3. Donc ce sont des choses qui ont été accumulées par la population pendant 8 ans, après 30 ans de mauvaise gouvernance, parce que depuis 92 que les politiques ont pris le pouvoir des mains de Moussa Traoré, le militaire, nous accumulons ce genre d'échecs, ce genre de magouille, ce genre de tripatouillage électoral. Donc du coup aujourd'hui les gens en ont marre du politique. Mais à tort, ils pensent que les militaires peuvent faire mieux. Mais comme je dis, on n'a pas forcément besoin d'un militaire. On a besoin d'un homme qui a une vision, qu'il soit militaire ou civil. Les élections, ce n'est pas une finalité, mais le développement, oui, c'est une finalité. Ça me permet de rebondir sur le cas de la Guinée. On a vu la présence des corps d'élite. Rappelons quand même que celui qui prend le pouvoir, qui chasse Alpha Condé, si on peut le dire ainsi, n'a pas un parcours très commun. La présence des corps d'élite en Afrique, c'est plutôt une bonne chose ou finalement ça devient comme un caillou dans la chaussure? Oui, c'est un problème qui date en fait depuis la période des indépendances où les armées nationales ont été constituées dans un cadre colonial. Et au tournant des années 90, on a voulu modifier cet état de fait et on a eu beaucoup de partenariats, de formations avec l'Union européenne, avec la France, avec les États-Unis, avec l'OTAN, avec différents acteurs qui font qu'aujourd'hui nous avons des différents niveaux de formation, différents niveaux de cadres militaires. Et dans bien des cas, les dites forces spéciales ou commandos ou brigades spéciales ou troupes spéciales sont généralement mieux équipées, plus armées que l'armée nationale. Donc se pose en fait la question de la dimension républicaine de nos armées. Sachant qu'à l'échelle du continent, c'est très varié. On a des pays où l'armée est ethnicisée, tribalisée, ou d'autres où elle est un peu plus républicaine. Le cas de l'armée du Burkina Faso n'est pas forcément le même que pour le Tchad ou la Guinée. Donc il y a sur cette question des troupes spéciales, une problématique qui est celle plutôt de l'ingérence des puissances occidentales. On sait que dans les années 2000-2010, en lien avec le 11 septembre 2001, avant même que le continent africain ne soit touché par le terrorisme, puisqu'on n'était pas touché par cette question dans les années 2000, les Américains se sont positionnés dans le Sahel, ont mené un certain nombre d'opérations, Flintlock, etc., pour former dans les troupes africaines des troupes spéciales prêtes à lutter justement contre le terrorisme. Et donc c'est assez particulier de préparer des troupes contre une menace qui à cette époque n'existait pas. Et quand cette menace-là est arrivée sur le continent africain, on s'est rendu compte que ces troupes spéciales n'étaient pas utilisées par rapport à ce à quoi elles avaient été préparées et formées. Mais dans bien des cas, ces troupes spéciales sont des épées de Damoclès pour des régimes africains qui sont impopulaires, qui s'appuient sur une armée qui est souvent mal équipée et qui du coup vont être plutôt quelque part liés à ces forces spéciales. Donc dans le cas de Mamadi Doumbouya, il était déjà dans le collimateur d'Alpha Condé avant que le coup d'État n'ait eu lieu,
et il a bénéficié effectivement de la force de frappe du commando qu'il dirigeait pour reprendre le pouvoir de la manière la plus professionnelle qui soit. Parce que là aussi, il y a, je dirais, une manière de faire la guerre, une manière de prendre le pouvoir, une manière également de lier le coup d'État à la légitimation du coup d'État qui est très particulière, puisque tous ces officiers spéciaux qui ont été formés à Saint-Cyr, qui ont été formés aux États-Unis, etc., ont eu, dans le cadre de leur formation militaire, généralement des cours de gouvernance ou de droits de l'homme. Et ça aussi, ça nous interpelle sur le profil un peu particulier de ces militaires civils qui, comme Assimi Goïta, qui, comme Mamadi Doumbouya, ont, je dirais, un parcours particulier. Ils ont surtout un âge qui marque le renouvellement, justement, du visage militaire en Afrique et qui fait que une partie de la jeunesse voit derrière ces personnages-là peut-être les Thomas Sankara d'aujourd'hui, les Jerry Rawlings d'aujourd'hui. Et ça aussi, ça joue quelque part sur, je dirais, l'identification ou la popularité qu'ils peuvent avoir. Général Samba, la présence de ces corps d'élite qu'on voit de plus en plus, et puis le fait que les armées finalement africaines ne bénéficient pas de moyens et ni de confiance. Alors, pour rebondir sur ce que disait le camarade, vraisemblablement Assimi Goïta, qui est actuellement le président de la transition malienne, et M. Doumbouya, ils se seraient croisés lors d'une formation, je crois, à un moment donné. Mais aujourd'hui, le problème de ces forces, c'est avant tout le fait qu'elles ne sont pas utilisées pour ce pourquoi elles sont formées. Les présidents africains les forment, au lieu de les envoyer là où il faut, sur le territoire, ils les utilisent avant tout comme des gardes du corps, pour se protéger eux. De menaces? De menaces, ouais, mais quelles menaces? De menaces de la population mécontente vis-à-vis d'eux. C'est la raison pour laquelle ils sont les mieux équipés, les mieux formés, mais ils sont aussi les plus proches physiquement du président. Donc automatiquement, s'il doit y avoir un putsch, ça viendra généralement de cela. Parce que aucun militaire ne va passer au-dessus d'eux pour venir atteindre le président. Donc il est logique qu'aujourd'hui qu'on voit des Mamadi Doumbouya, des Assimi Goïta à la tête des putschs. C'est aussi un mauvais choix des présidents qui en est la cause. Alors, est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, là on est presque à 10 minutes de la fin de l'émission, est-ce qu'on peut dire que la restauration de la démocratie, notamment dans ces pays en 2021 qui ont subi des coups d'État, passera nécessairement par la présence des militaires à la tête des transitions et des pays? Les militaires sont présents, en tout cas ceux qui sont arrivés récemment sont plutôt jeunes, donc ils sont appelés potentiellement à durer, peut-être pas forcément au pouvoir, mais en tout cas ils vont marquer d'une manière ou d'une autre le paysage politique de leur pays respectif. Maintenant, il faut voir peut-être qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que souvent on a effectivement une tête au sommet, mais c'est tout un corps qui est derrière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seuls, donc il faudra voir quelle est, je dirais, la structure sociale qui est derrière, et dans quelle mesure ces militaires se reconvertiront ou pas en civils. Ça aussi, c'est un des éléments qu'il faudra regarder. Et enfin, quelle est la position des véritables forces politiques, c'est-à-dire des partis politiques qui, eux, se préparent plutôt pour la compétition électorale en tant que telle. Donc ce sont des éléments qui permettront de voir un peu quels sont les rapports de force en vigueur et quelle est aussi la volonté, quelque part, de justice sociale que les militaires peuvent incarner ou peuvent imposer vis-à-vis des dirigeants politiques. Et le troisième élément, je pense, c'est vraiment penser une réforme en profondeur de nos armées et faire en sorte que nos armées soient peut-être davantage équilibrées et soient peut-être davantage en phase avec les réalités auxquelles elles sont confrontées. Donc celles qui n'ont pas de moyens et qu'on envoie au casse-pique soient dotées de moyens, et je pense notamment au cas de l'armée malienne ou burkinabé, qui aujourd'hui il n'y a pas un jour sans qu'elle soit frappée. Et aussi ceux qui ont les compétences se voient donner les moyens d'exercer leurs compétences pour, je dirais, faire leur travail comme elles ont été formées à le faire. Alors, le cas du Mali, là vous nous avez dit clairement ce que vous pensez. Avec le terrorisme, est-ce que si à la tête du pays, à l'issue bien sûr de l'élection, on a un militaire, est-ce que ça peut faire reculer le terrorisme? Alors, il faut rappeler que quand la guerre a commencé, c'était un militaire qui était à la tête du pays. Amadou Toumani Touré, qui était un général, un homme très apprécié de la population, mais il faut le dire, qui a été décrié par sa gestion laxiste du pays. Et qui dit du pays dit aussi de l'armée. Donc si le pays est tombé à genoux à cette époque-là, c'est aussi parce que l'armée... Mais aujourd'hui, il y a justement une expérience. Ça fait plusieurs années que le Mali combat le terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, le militaire qui prend le pouvoir peut peut-être avoir plus de chance? Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que la nouvelle équipe qui est là a une volonté d'armer l'armée.
C'est-à-dire que les hélicos récents viennent, les machines récentes viennent, il y a des formations qui se font, il y a une volonté de mettre l'armée dans les conditions pour faire la guerre. Est-ce que ça aura un impact à long terme? Ça, je ne suis pas expert dans le domaine, je pourrais difficilement le dire, mais on observe avec le temps et on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à l'époque d'Ibeka, c'est-à-dire il y a 2 ans, on n'entend plus des attaques de camps militaires. Sous Ibeka, c'était des camps militaires qui étaient rasés. Aujourd'hui, on entend des attaques sur les civils, effectivement, mais on n'entend plus des attaques des camps militaires où on a un camp de 50 à 70 militaires qui est rasé par les terroristes. Donc, ce qui en soi peut être rassurant, mais il ne faut pas parler trop vite. Donc, observons ce qui se passera ensuite. Alors, avant que l'on termine cette émission, on a recueilli l'avis d'Elvis Gobo, qui est donc consultant et économique, et qui, lui, nous a donné son sentiment, et il parle surtout du Mali. Je vous propose de regarder, et ensuite, on conclut cette émission. Le retour des militaires n'est pas à juger en bonne ou mauvaise chose. Je regarde beaucoup plus le pourquoi de ce retour des militaires. On a eu tendance à penser qu'en fait, le pouvoir par les civils était ce qu'il pouvait être la meilleure des choses parce que c'est la forme démocratique. Mais on se rend compte finalement que dans l'espace francophone, notamment en Afrique, malgré la présence de civils, l'alternance n'est pas quelque chose de réel. Dans la majorité des pays, l'alternance n'est pas quelque chose de réel. Et ces 3 coups d'État, je ne peux pas les déconnecter de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire quelques mois plus tôt, avec le revirement du président Ouattara, qui a estimé qu'il ne pouvait pas avoir un autre homme ivoirien capable de prendre en main la destinée du pays que celui qu'il aura lui-même choisi. Donc voilà, pour moi, c'est là en réalité le véritable point à traiter dans les démocraties que nous sommes en train de construire dans nos pays. On décrète par je ne sais quelle illumination que l'on est plus homme que les autres hommes qu'on est amené à conduire. Et que l'on soit militaire ou civil, en réalité, on oublie très vite le sens du leadership dans une nation. On utilise le pouvoir pour dominer et non on utilise le pouvoir pour servir. Donc ce n'est pas une question de tenue, que ce soit des militaires ou des civils. Tant que l'on utilise le pouvoir pour asservir et non pour servir, il se passera toujours des renversements ou des retournements de situation. Les textes, quels qu'ils soient, n'ont de sens que si les hommes qui sont amenés à les appliquer le font réellement. Donc on peut mettre l'accent aujourd'hui sur les situations au Mali, au Tchad, en Guinée, mais il ne faut pas oublier ce qui se passe dans d'autres pays où les mêmes se renouvellent par le jeu de manipulation des constitutions ou alors par les passages à des héritiers tout désignés. Donc aujourd'hui, la véritable question est de savoir comment construire des bases, des textes qui vont permettre que les peuples puissent respirer. L'alternance n'est pas une fin en soi, c'est le renouvellement, enfin la modification des pratiques et la construction des conditions pour que chacun puisse trouver, pour percevoir au moins, à défaut de trouver, au moins percevoir un mieux-être.
Alors, retour sur ce plateau après cette intervention d'Elvis Ngobo qui, lui, nous a fait cette interview depuis Libreville. Une question, on ne peut pas parler de coup d'État, de militaires, on a parlé de l'armée. Selon vous, aujourd'hui, comment est-ce que les États africains financent? Est-ce que le premier poste de dépense aujourd'hui, c'est plutôt la sécurité ou c'est l'éducation? Hamzat? Ce devrait être l'éducation, parce que je pense que c'est l'éducation qui permet de développer réellement un pays, et je pense que ça doit être la priorité aujourd'hui. Maintenant, la question de la sécurité, elle doit être pensée de manière régionale, c'est-à-dire qu'aucun pays seul ne peut se défendre, ne peut assumer sa sécurité. Donc il faut un cadre collectif, à mon sens panafricain, c'est-à-dire vraiment les États africains entre eux qui se mettent ensemble pour mutualiser la question de leur sécurité, indépendamment des États-Unis, de la France, de l'Europe, de la Russie, de la Chine, etc. Et ce cadre de sécurité panafricain peut nous faire des économies sur le fait que la présence militaire étrangère en Afrique nous coûte. Lorsque nous avons des armées françaises ou des soldats américains, turcs, chinois, etc. qui viennent en Afrique, c'est pris sur le budget aussi de nos États. Ce sont nos États qui donnent les bâtiments, qui donnent des moyens, qui donnent accès à leur territoire, à ce type, je dirais, d'intervention et de présence militaire. Donc à mon sens, la question de la sécurité doit se penser dans un cadre collectif panafricain, et la priorité du budget de chaque État doit être effectivement sur la question de l'éducation, qui est vraiment la base du développement. Général Samba, sur le financement, sur l'éducation, la sécurité aujourd'hui? Alors oui, effectivement, il faut... aujourd'hui au Mali, le budget principal, le plus gros budget, c'est l'éducation. Mais pour autant, la mauvaise gouvernance fait que l'argent ne va pas là où ça doit aller. Donc là où l'argent est censé servir à construire une école, on va plutôt acheter un gros 4x4. Donc, qui sera dans le budget du ministère de l'Éducation nationale, ce qui est totalement insensé. Donc, la priorité doit être la bonne gouvernance. Si on applique la bonne gouvernance, on limite déjà le budget pour l'armée. Donc, ça nous permet d'amener plus de budget pour l'éducation, qui est la priorité pour un État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer un pays sans éducation. Aujourd'hui, le Mali a les cadres qu'il faut pour développer le pays. Il a les cadres qu'il faut pour mener à bien cette transition et aller vers une élection propre. Il faut juste que la communauté internationale fasse confiance aux dirigeants du Mali, et je pense que l'espoir est là. Alors, on arrive au terme de cette émission, Hamzat. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va débuter une nouvelle année, 2022, qui est moins de coups d'État sur le continent africain. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Ce qu'on peut souhaiter, c'est que les crises actuelles déjà se résorbent, donc des sorties de crise, parce qu'on en connaît beaucoup sur le continent africain, qu'on arrive aussi à endiguer un certain nombre de problématiques que nos États connaissent, du point de vue justement de la sécurité, et qu'on sorte de cette année 2022 avec un cadre global plus robuste et peut-être plus indépendant. Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est d'une véritable indépendance, c'est d'une plus grande autonomie, c'est d'une plus grande capacité d'action collective, de résistance ou de réaction, et aussi de davantage peut-être de contrôle de l'information, parce que tout ce dont nous parlons aujourd'hui relève aussi de la guerre de l'information. Les coups d'État font partie de la guerre de l'information, et c'est en cela qu'il est important que nous ayons suffisamment d'outils pour éduquer, conscientiser dans le bon sens les populations, et que nous soyons également en capacité de déjouer, je dirais, les pièges qui sont posés devant nos États, devant nos populations. Voilà. Général Samba, pour conclure. Alors je dirais que le souhait qu'on a pour 2022, c'est que la bonne gouvernance soit la règle partout sur le continent, puisque c'est la bonne gouvernance qui évitera les crises, qui évitera aussi les coups d'État. Donc au lieu de courir à chaque fois à vouloir éteindre les feux, il vaut mieux s'assurer qu'il n'y ait pas de feu. Ça nous coûtera moins cher et ça permettra au continent d'aller de l'avant. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite pour 2022. Nous sommes arrivés au terme de ce débat. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année. Rendez-vous l'année prochaine sur la même antenne. J'ai l'impression que tu prends cette histoire trop au sérieux.
Es-tu sûr de ton coup? On va bientôt le savoir. Monsieur Isaac Ndam, quel est l'objet de votre visite à Cotonou? Ai-je oublié de le mentionner dans ma fiche de débarquement? Répondez à la question, s'il vous plaît. Je suis venu voir ma famille. Et où étiez-vous hier entre 22h et 22h33? Quelque chose que je devais savoir? On a retrouvé le corps d'une jeune femme, découpé en morceaux, comme un bœuf dans un abattoir. Et en quoi suis-je concerné? Les résultats du labo attestent qu'il s'agit d'Hélène Adjovi, la fille du procureur de la République. Le même procureur qui a fait plonger votre père pour détournement de fonds il y a 11 ans. Comme je vous l'ai dit, je suis venu voir ma famille. Les parties de son corps étaient emballées dans le coffre d'une voiture, garée dans une station d'essence à la sortie de Porto Novo. Le véhicule en question était sans conducteur. Et vous étiez la seule personne sans voiture dans les parages. Quoi? Les touristes n'ont plus le droit de se balader tranquillement dans ce magnifique pays? Monsieur Isaac, vous avez l'art de répondre aux questions par des questions. Et vous de poser des questions qui en appellent immédiatement d'autres. Dites-moi, inspecteur, suis-je en état d'arrestation? Nous avons juste une conversation. Alors cette conversation est terminée. Lieutenant, ne quittez surtout pas la ville. Restez joignable.